On est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire RH de ce matin, donc, concernant une méthodologie hein, et des outils qu'on va vous proposer donc pour réduire les risques d'erreurs humaines. Donc, ce webinaire est animé ce matin donc, par Sandrine Plançon et Alain Arcicasa. Donc, je laisserai se présenter mutuellement. Donc, comme d'habitude, donc, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et vos caméras pour le moment hein, pour une bonne qualité de bande passante. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à intervenir, donc à utiliser le petit emoji hein, en levant la main ou le chat, hein, poser vos questions. Il n'y a aucun souci, on y répondra soit en allant ou à la fin de ce webinaire. Il y aura de toute façon un échange avec les intervenants sans souci. Le support vous sera envoyé par mail comme d'habitude. On enregistre donc également pour que vous puissiez revoir le replay si vous le souhaitez. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne matinale. La prochaine, normalement, sera en présentiel à nouveau, donc ça sera, ça sera bien mieux qu'en visio. Mais bon, ça a été un outil qui nous a permis de poursuivre nos thématiques en attendant. Voilà, Sandrine, je te laisse la main. D'accord, merci beaucoup Caroline. Ouais, et quand même, la visio, ça permet à des gens qui sont loin de participer. C'est quand même intéressant. Tout à fait. Je suis Isabelle, mais j'entends rien. Qui parle? Alors oui, s'il n'entend pas, c'est clair que je ne peux pas l'aider. Alors, en attendant, Caroline, tu règles le problème technique. Moi, je vais commencer. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde coupe le micro parce que j'entends des gens qui parlent. Le souci, c'est Alors, quand nous avons été sollicités par Caroline au début de l'année pour identifier des thèmes que l'on pourrait proposer dans les matinales RH, avec Alain, assez rapidement, on s'est dit que celui-ci, réduire les erreurs humaines, était intéressant parce que, en fait, c'est un thème universel. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle nous sommes ou vous êtes, quel que soit notre poste, notre secteur d'activité, nous sommes tous confrontés à l'erreur. Et donc, c'est pour ça que c'était intéressant de partager pendant 1 heure. En effet, notre mode de fonctionnement mental est tel que dans certaines conditions organisationnelles ou environnementales, l'erreur est inéluctable à un moment donné. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ce matin, nous allons vous montrer qu'il y a, bien que ce soit inéluctable, il y a des leviers pour identifier les facteurs de risque d'erreur et que l'on peut mettre en place un certain nombre de parades très simples, très évidentes, très efficaces pour réduire, si on ne peut pas éradiquer complètement les erreurs. Alors, nous allons effectivement co-animer avec Alain cette présentation. On avait mis ça en place depuis 1 an et on a trouvé que c'était intéressant toujours d'avoir ce côté à la fois technique de l'ex-responsable QSE que je suis et RH, du responsable RH qu'il est, pour aborder ce genre de sujets un peu transversaux. Alors, pour ma part, moi, donc, je suis Sandrine Plançon, consultante formatrice en QSE ici à Troyes depuis 2 ans maintenant. Précédemment, j'étais responsable QSE dans l'industrie. Et c'est dans ma dernière entreprise, en fait, que j'ai été formée et que j'ai pratiqué vraiment de façon importante et presque permanente, je dirais, l'outil que je vais vous montrer aujourd'hui, l'outil Pircos. Pourquoi j'ai été amenée à ça à cette époque-là, c'est qu'on produisait des emballages pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est évident, et vous serez d'accord avec ça, que dans ce domaine-là, dans ce secteur d'activité-là, on n'a pas le droit à l'erreur. On peut vraiment dire ça. Donc, ce n'était pas envisageable, par exemple, en tant que responsable qualité, de répondre à un client de la pharma, ah ben, monsieur le client, on a eu une réclamation, c'est une erreur humaine, nous sommes désolés, nous avons eu un entretien avec la personne qui a fait la faute ou qui a fait l'erreur. Ça, ce n'est pas du tout entendable chez ces clients-là et probablement chez beaucoup de clients que vous avez. Donc, avec un des laboratoires, on a mis en place au niveau de notre groupe, dans toutes les usines en Europe, cette démarche-là, qui est devenue un projet d'entreprise pendant 18 mois et que donc moi, j'ai animé sur le site dans lequel je travaillais. Ça a été vraiment quelque chose d'important parce que ça a permis de changer le point de vue de tout le monde, tous les acteurs dans l'entreprise par rapport à l'erreur. On avait
peut-être plus une attitude de blâme face à l'erreur et sans rechercher vraiment les causes racines. Donc ça a changé vraiment les points de vue de tout le monde. Ça a permis d'identifier des facteurs de risque. Vous allez voir, on va en discuter pendant cette heure-là et il y en a énormément. Et une fois qu'on a identifié les facteurs de risque, c'est assez facile de mettre en place des mesures de prévention. Et on a réellement, au bout de quelques mois et à la fin du projet, 18 mois, on a réellement réduit le nombre des erreurs et la mentalité face à ça. Donc voilà en introduction ce que moi je voulais dire. Alain, si tu veux prendre la parole pour te présenter, puis après on va commencer la présentation. Ouais, bonjour à toutes et tous. Content d'être avec vous ce matin. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a un public très très varié, donc ce qui montre que le sujet passionne, quel que soit le domaine dans lequel on intervient, la taille de son entreprise, etc., etc. Moi, j'ai une grosse trentaine d'années d'expérience, principalement en environnement industriel, à des postes de management d'équipe, de management de site et de services ressources humaines. Et j'ai créé ma structure il y a un peu moins de 3 ans maintenant, dans le cadre d'une franchise qui s'appelle Bras droit des dirigeants, pour intervenir en tant que responsable RH à temps partagé dans les petites structures. Donc mon métier, c'est d'apporter une expertise RH dans les TPE, PME principalement, qui n'ont pas cette connaissance-là, et d'essayer de leur apporter un peu d'expertise RH, à la fois sur le côté légal, mais aussi sur le côté organisationnel et management. Donc moi, je suis particulièrement intéressé par tout ce qui touche à l'humain et convaincu que c'est l'humain, effectivement, qui fait la réussite de l'entreprise. Et donc, effectivement, si on arrive à réduire les situations dans lesquelles on le met, malheureusement, et qui peut amener à l'erreur, tout le monde a à y gagner, l'individu et l'entreprise. Voilà. Donc, on verra un petit peu comment on fonctionne et qu'est-ce qui fait que parfois on se trompe sans l'avoir voulu. Alors, l'autre chose, c'est que moi, j'avais prévu qu'on soit en présentiel, donc je pensais qu'on aurait un peu plus d'interactions et de situations dans lesquelles je pourrais vous mettre. Ça sera un peu plus difficile à distance. Donc, voilà, il y a quand même quelques petites questions qui vous seront posées par moment, donc je vous demanderai de bien vouloir y répondre. Et puis, à un moment donné, je solliciterai aussi Caroline pour qu'elle nous fasse une petite lecture et on en discutera derrière. Voilà. J'aime bien quand tu nous mets la pression. Merci Alain. Alors. Ah ben alors. Est-ce que c'est toujours moi qui ai la main là? Oui. D'accord. Alors, il faut que je fasse autrement pour passer les slides, parce que normalement, j'ai fait des animations. Bon, je serai toujours un peu débile avec ces systèmes-là. Alors, je démarre. Donc, si on parle d'erreurs, on a dit tout à l'heure que des erreurs se font tout le temps, au quotidien, on en fait tous. On est témoin de beaucoup d'erreurs. Dans le chat, vous êtes en train d'en raconter quelques-unes. Je vais dire que tant que l'erreur s'arrête là, j'ai écrit quelque chose, je me rends compte que je me suis trompée, je gomme, je corrige, c'est pas très grave. Quand l'erreur, c'est celle-ci, 2 plus 2 égale 5, tant qu'on est à l'école primaire ou entre nous, ça n'a pas trop de conséquences, quelqu'un va s'en rendre compte, ok. Par contre, quand ce calcul-là nous permet d'arriver à ça, c'est beaucoup plus embêtant et beaucoup plus dramatique. Bon, alors, je vous l'accorde, c'est un montage photo, mais ça peut nous faire penser à certaines erreurs auxquelles on a assisté ou que l'on a faites dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée. Donc, parfois, ça peut être dramatique. Ça, ce n'est pas un montage photo. Hein. Le naufrage du Titanic, il y a beaucoup d'erreurs humaines qui sont à l'origine de ce naufrage-là. On peut se poser la question de pourquoi le naufrage est arrivé. Je ne vais pas le faire, hein, rassurez-vous, mais dans une formation un peu plus longue, c'est une analyse qu'on peut faire. Pourquoi le naufrage et puis surtout, pourquoi autant de victimes? Donc, voilà, le genre d'erreur qui peut arriver. Donc, comme dit l'adage, l'erreur est humaine, ça c'est un fait, mais persévérer serait diabolique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, éviter de persévérer pour arrêter les erreurs.
Donc, si on fait un petit débriefing rapide des exemples que vous avez pu mettre et des attentes que vous avez par rapport à ce webinaire-là. Alors, des erreurs, on a vu tout à l'heure Madame Belin qui nous parlait d'une erreur d'application de procédure qui a conduit à un accident. J'ai vu également une erreur de programmation de système d'alarme, de système qui a conduit au déclenchement d'une alarme. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que c'est un peu compliqué de regarder le chat et de parler en même temps. Il y a eu 2 autres commentaires qui ont été faits. Il y a aussi un commentaire sur le fait que la formation est parfois pas du tout adaptée au public auquel elle s'adresse. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc, ce problème effectivement, de réception de la formation. Et il y en a une autre question qui est posée par rapport à une attente, c'est qu'est-ce qui va faire que nos collaborateurs vont avoir envie peut-être de mettre en avant leurs erreurs pour qu'on puisse travailler dessus et pas, comme c'est souvent le cas encore en France où l'erreur est mal vue, la cacher sous le tapis, quoi. D'accord, ok. Bon, continuez au fur et à mesure que vous aurez des idées de le marquer dans le chat. Alors, ça m'embête parce que j'ai fait des animations et j'arrive pas à les mettre. Alors, avec la souris, ça marche pas et avec peut-être avec le clavier. Ouais, avec les flèches, Voilà, marche. ça y est, avec les flèches. Donc, la question, c'est pourquoi travailler sur la réduction du risque d'erreur humaine? La première question qu'on peut se poser. Moi, je vous dirais que c'est possible. Et donc, j'en ai eu la preuve dans mon précédent poste, parce qu'il n'y a pas de fatalité et il faut qu'on arrête de penser que, ben oui, c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance. Mais également, et là, ça va plus nous parler, c'est que ça va permettre de diminuer les gaspillages, de réduire les temps perdus, les refabrications, les déchets. Ça va permettre d'améliorer la satisfaction de nos clients, de notre personnel, de nos actionnaires probablement. À la fin, ça fait gagner des sous, ça fait faire des économies surtout, et puis ça permet de sécuriser les activités. Donc, beaucoup d'arguments pour travailler sur ce sujet-là. Eh bien, Alain, si tu veux prendre la main pour les quelques slides qui suivent. Voilà, donc la première question qu'on va essayer de se poser avant de voir l'outil, c'est d'essayer de comprendre comment nous fonctionnons, comment le cerveau humain fonctionne et qu'est-ce qui peut nous amener à faire des erreurs. Et donc l'erreur, souvent, c'est lié ou c'est la suite d'une décision qui a été prise. Donc voir comment notre cerveau fonctionne pour prendre ces décisions. Donc il y a de gros progrès qui ont été faits dans le domaine des neurosciences et du fonctionnement du cerveau ces dernières années ou décennies. Donc maintenant, on est à même d'expliquer un petit peu comment cela se passe. Je vais vous proposer un premier petit test rapide. Donc je vais passer à la slide suivante et dessus, donc en fait, il s'agit d'une expérience qui concerne un lancer de dés. Je vais lancer un dé à 6 faces sur lequel il y a un certain nombre de faces rouges et de faces vertes. Vous allez pouvoir voir 3 résultats de lancers successifs de dés qui ont été faits, dans lesquels j'ai enregistré si la face qui ressortait était rouge ou verte. Et ce qui vous est demandé, c'est sur ces 3 solutions de mettre dans le chat celle qui vous paraît la plus probable. Vous allez voir, il y a le petit texte qui vous explique, il y a en dessous la séquence des 3 lancers. Et tout ce que j'attends de vous, c'est juste dans le chat, mettre le numéro de la séquence qui vous paraît la plus probable. Voilà. Donc, on lance un dé qui a 4 faces vertes et 2 faces rouges. On note la face qui ressort et on a 3 séquences qu'on peut obtenir. Rouge, vert, rouge, rouge, rouge. Vert, rouge, vert, rouge, rouge, rouge. Et vert, rouge, 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 rouge. Donc, ce que j'attends de vous, c'est juste si vous pouvez mettre le 1, le 2, le 3, comme vous le souhaitez. Ah. Il y a l'unanimité. Hein. Ouais. Alors, on va dire match nul, puisque pour le moment, il y a une unanimité. Voilà. Donc, tout le monde m'a mis la 2. Donc, on va pouvoir discuter de la 2 maintenant. Et on verra après pourquoi vous avez mis la 2, mais c'est intéressant.
puisque ce n'est pas la 2. Alors, pourquoi vous avez mis la 2? Parce qu'on vous dit qu'il y a 4 faces vertes et 2 faces rouges, donc votre cerveau cherche instantanément là où il y a le plus de vert. Donc, effectivement, la seule où il y a 2 verts, c'est la 2. Donc, spontanément, le cerveau ne se pose pas plus de questions. Il fonce instantanément vers la réponse 2. Et je ne sais pas si j'ai vu autre chose. Alors que si vous regardez bien, la 2, en fait, elle a un lancer de plus que la 1. Donc, elle a une chance sur 2, on va dire, ou plutôt une chance sur 3 de moins de se produire que la première. Puisque c'est exactement la même que la première, sauf que le premier lancer a été un vert. Et donc, comme j'ai eu 2 chances sur 3 d'avoir un vert, voilà. Donc, effectivement, spontanément, le cerveau, il n'a pas tout lu, il n'a pas forcément tout exploité. Ce qu'il a repéré, c'est qu'il y avait 4 faces vertes, et donc il cherche là où il y a le plus de vert. Voilà. Tout simplement. Donc, pour votre info, c'est bien la 1 la plus probable. Oui, mais bon, les statistiques, on sait depuis le lycée que c'est quand même pas une science partagée. Hein. Alors, pour info, pour ceux qui auront le courage après d'aller lire la bibliographie qu'on vous fera, des tests équivalents ont été faits à des enseignants, enfin des jeunes qui étaient en études de statistiques. À 80%, ils se plantent aussi. Hein. Donc c'est pas le niveau ou le type d'étude qui intervient. Ah, l'honneur est sauf. Donc effectivement, l'analyse de notre fonctionnement, elle va être assez simple, puisque comme le dit Daniel Kahneman, qui est maintenant à peu près reconnu sur son principe d'analyse, c'est qu'on a deux façons deux systèmes de pensée et de décision notamment. Et voilà, comme je vous dis, c'est simple, puisqu'il les appelle lui-même système 1 et système 2. Comme ça, au moins, on ne risque pas de se tromper. Alors, quels sont un peu ces deux systèmes? Le système 1, c'est celui qui fonctionne en pilotage, on va dire, entre guillemets, automatique. On n'a pas à se poser de questions particulières. C'est un système très, très rapide, comme on l'a fait là pour l'exercice. Hein. C'était typiquement du système 1. Il n'y a pas d'effort de traitement de l'information. Vous n'êtes pas cassé les neurones et vous n'avez pas transpiré pour trouver la réponse. C'est souvent quelque chose d'inconscient. On n'a même pas eu à se poser la question. C'est ce qu'on utilise des centaines de fois par jour. Et c'est nourri principalement par les expériences passées et mémorisées. C'est-à-dire que de la même façon de l'expérience d'avant, si je vous dis 2 plus 2, tout le monde répond 4. Ça vient automatiquement. Je ne suis pas en train de calculer, de me dire, attends, alors 2 plus 2, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Non, 2 plus 2, c'est 4. Quoi. Je ne réfléchis pas et je le pose. Et si je fais l'assimilation avec des choses un peu plus complexes que je peux être amené à faire, une fois que j'ai le permis de conduire et une certaine expérience de conduite, le fait de passer les vitesses, mettre le clignotant, c'est quelque chose que je fais automatiquement. Et voilà, je suis en train d'aller sur l'autoroute, je me trouve en 5e, je n'ai pas souvenir d'avoir réfléchi à un moment donné si je passais la seconde, la 3e ou la 4e. Quoi. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça automatiques qu'on fait au bout d'un moment et qui vont être typiquement du système 1, et c'est ce qui va nous permettre effectivement d'être en mesure de décider très très régulièrement parce que ça ne prend pas de temps et parce que ce n'est pas consommateur d'énergie. Par contre, on voit bien, ça se base sur des expériences passées mémorisées, et ça peut effectivement nous amener à l'erreur. Le système 2, c'est celui quand on va effectivement reprendre le pilotage et on va être sur un pilotage conscient. Par contre, effectivement, du coup, ça va être un système qui va être plus lent et plus réfléchi, qui va demander à traiter un certain nombre d'informations, qui souvent a plus de chances d'arriver sur une réponse juste, qui a l'inconvénient majeur d'être très, très fatigant. Ça consomme beaucoup d'énergie. Hein. Il faut savoir aussi que le cerveau, globalement, qui représente peut-être 5% de notre poids, ça dépend de chacun et surtout de son poids, mais globalement, quelques pourcents, on va dire, de notre poids, il consomme 20% de notre énergie. Hein. Donc, dès qu'on va faire fonctionner le cerveau de façon active, on va consommer de l'énergie. Là aussi, des tests ont été faits sur des gens à qui qu'on sollicitait de façon cognitive permanente. Certains à qui, toutes les demi-heures, on s'arrêtait, on leur donnait un petit sirop sucré pour les recharger en glucose. Et bien, ils ont tenu beaucoup plus dans le temps que ceux qui n'étaient pas, qui avaient que de l'eau en comparatif. Quoi. Donc, on a vraiment une vraie consommation d'énergie physique, en plus de l'énergie cognitive et autres. Et là, effectivement, par rapport au 2 plus 2 de tout à l'heure, si maintenant je vous demande de me faire 25 fois 37,
les résultats vont s'afficher un peu plus lentement. Donc là, effectivement, on est obligé de réfléchir, on va être obligé de définir une méthode, on va être obligé d'effectuer des calculs. Donc voilà, alors suivant la façon dont on réfléchit, si on le fait en calcul mental, hein, pas avec la calculatrice, on peut dire que 25 fois 37, 25 c'est 100 divisé par 4, et je vais partir sur ce principe-là pour faire le calcul, ou alors je vais décomposer, 25 c'est 20 plus 5, et puis je décompose mon opération. On voit bien que quelle que soit la méthode que je vais choisir, que les uns ou les autres vont préférer, j'arrive au même résultat. Par contre, là, on n'est plus dans le spontané. Je traite une information, je suis obligé de me poser la question clairement de qu'est-ce qu'on me demande, de définir une méthode et de la traiter jusqu'au bout pour obtenir la réponse. Donc, c'est vraiment les deux, notre façon de fonctionner et la façon dont fonctionnent nos deux systèmes. Et là, si je reprends ce que je disais tout à l'heure ou avant sur la partie conduite, effectivement, mettre le clignotant, passer les vitesses quand il n'y a personne, ça va bien. Par contre, je suis obligé de faire un créneau avec une voiture que j'utilise pour la première fois. Forcément, ça va être un peu moins spontané. Il va falloir que je réfléchisse bien. Où est la marche arrière? Un peu la taille du véhicule? Où sont situés les autres? Si je suis amené à faire pas habitué à aller à Paris, à faire un dépassement sur le périph', je peux vous dire qu'on va un peu se poser des questions avant de déboîter. Enfin, voilà. Donc, on voit bien, dans des événements qui sont les mêmes, suivant les situations, on ne va pas les gérer de la même façon. Donc, si on redétaille un petit peu le système 1, donc c'est celui-là qui est aussi intéressant à avoir en tête, puisque c'est celui qui va être dans la grande majorité de nos décisions. Comme on l'a vu, il est rapide et spontané. Il a, lui, un gros inconvénient, c'est qu'il est fortement influencé par plein de biais. Alors, ce qu'on appelle des biais, c'est ce qui va nous inciter à prendre une décision plutôt qu'une autre. Alors, si vous allez taper sur Internet les biais, vous allez voir, hein, il y a des fiches qui ressortent, qui vous sortent spontanément 50 biais classiques auxquels on va être confronté et qu'on se retrouve. Alors, j'en ai mis quelques-uns là. Le biais de surconfiance, celui-là, traditionnellement, on va venir vous donner des infos. Spontanément, vous vous sentez en général plus fort que vous n'êtes et donc vous prenez. C'est un peu la complexité de savoir dire non au bout d'un moment. On se sent capable. On vous demande dans quel délai vous allez me rendre ce dossier-là. Oh, je te le rends demain. Puis après, on se dit merde, il y en a pour 3 jours de boulot. Enfin voilà. Donc, on est très fortement influencé par ce biais de surconfiance. Et donc, souvent, nos réponses vont être aussi biaisées par là. Le biais de confirmation, ça, c'est très, très important. On va toujours dans les informations. Je suis persuadé que voilà, le meilleur, c'est le numéro A. Dans toutes les informations que je vais lire par la suite, je vais en tirer tout ce qui me confirme que c'est bien le A qui est le meilleur. Et toutes les infos qui vont me dire que le A est moins bon, je vais avoir tendance à les éviter. Naturellement, on est aussi câblé comme ça, c'est-à-dire que je vais en permanence, dans les informations que je vais traiter par la suite, avoir tendance à prioriser celles qui vont confirmer l'orientation que j'ai prise. Le biais de disponibilité mentale, traditionnellement, quand j'ai plein d'informations qui arrivent et que je ceinture un peu, celle que je vais retenir, c'est la dernière. Parce que c'est celle qui est présente au moment. Donc, je vais récolter 3-4 avis. Si je n'ai pas plus d'avis que ça, enfin plus de choix possibles, il y a de grandes chances que ce soit le 4e que je retienne parce que c'est le dernier qui m'a été donné. Le biais du statu quo, quand je suis amené à prendre une décision, si je ne sais pas quoi faire, je vais avoir tendance à ne pas en prendre et à rester tel que je suis. Le changement est compliqué. Donc, à un moment donné, voilà. Si j'ai plusieurs choix, je vais avoir tendance à retenir celui qui me provoque le moins de changements. Voilà. Donc, il faut savoir que tout ça, ça se passe en quelques fractions ou secondes. Hein. C'est vraiment quelque chose de très rapide. Mais donc, des biais, il y en a comme ça autant je ne dis pas autant qu'on veut, mais beaucoup. Donc, ça va influencer nos décisions. Donc, du coup, régulièrement, effectivement, quand le système 1 décide, on voit bien, ça va être source d'approximation et donc potentiellement source d'erreur. La façon de limiter ces risques d'erreur, ça va être de passer en système 2. Voilà, parce que le système 2, lui, il résonne un petit peu plus. Le système 2, donc lui, par contre, il va demander de l'attention. Et l'attention, on n'en a pas. Voilà, c'est pas quelque chose de simple
à soutenir. Et en général, on peut faire une seule chose bien à la fois. Alors, on peut en faire plusieurs parce que toutes celles qui sont automatiques, comme je vous disais avant, quand je suis habitué à conduire et que je suis sur une route où il n'y a personne que moi, etc., je peux en même temps discuter, écouter la radio, machin, etc. Déjà, si à un moment donné, mon attention me sollicite, parce que comme je le disais, je suis sur le périph' et j'ai des bagnoles qui déboulent à droite, à gauche, les motos sur la file de gauche, que ça klaxonne, etc. Généralement, je vais être concentré sur ma conduite et là, on pourra me raconter ce qu'on veut à côté, je n'entendrai rien. Donc, l'attention qui est réclamée par le système 2, elle va demander un environnement particulier pour pouvoir rester dans le temps. Parce que l'attention, c'est pareil, hein, elle a tendance à être impactée par tout ce qui va se passer autour. Et donc à se détourner de son objectif premier. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le système 2, il est consommateur d'énergie physique et cognitive. Donc si j'ajoute d'autres éléments qui vont me fatiguer ou m'interpeller, ben, il va avoir du mal à fonctionner correctement. Il nécessite effectivement d'avoir les éléments nécessaires à l'analyse. Hein. Plus le travail a été, entre guillemets, pré-mâché, plus c'est facile. Hein. Ça a dû arriver tout le monde, se dire à un moment donné, j'avais demandé à un collaborateur, à une collaboratrice de me préparer un dossier. Et de se dire, oh ben là, c'est super, tout était bien préparé, on a pu décider rapidement, dans le consensus, tout le monde était d'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, tous les éléments d'analyse avaient été bien préparés. Et le système 2 a pu faire une analyse rapide qui ne l'a pas trop fatigué et donc être efficace. Et système 2, bah, comme il est consommateur d'énergie et qu'il demande de l'attention et qu'il n'a pas toujours les éléments, bah, dès qu'il peut, il repasse le bébé au système 1. Et donc là aussi, bah, il va falloir voir comment on peut essayer de faire en sorte de maintenir le système 2 pour ne pas repasser trop souvent en système 1. C'est donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc on arrive à activer, alors dès que nécessaire, hein, j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on peut faire en système 1. Nous, les hommes, quand on s'habille le matin, on est en système 1, on ne se pose pas de questions. Les dames, c'est un peu plus compliqué, il faut que ce soit assorti, on bascule un peu en système 2. Mais attention, je vais prendre le contrôle. Ah mince, bon alors je dis plus de bêtises. Non voilà, donc il faut qu'on puisse dès que possible passer en système 2, éviter de le fatiguer pour éviter de revenir en système 1. Donc typiquement là un exemple qui est repris aussi par Kahneman, ils ont fait une étude sur des juges aux États-Unis qui s'occupent des libérations conditionnelles, de façon à voir un peu comment ils faisaient le choix de leur, enfin pas comment, mais comment se passait le choix des dossiers. Donc, ils ont des dossiers de gens qui ont fait des demandes de mise en liberté conditionnelle et il faut savoir que globalement, il y a un tiers des dossiers qui passent en liberté. Ce qui a été constaté, c'est qu'en début de séance, globalement, ils ont plutôt les 2 tiers des dossiers, quand ils les analysent complètement, qui passent en liberté conditionnelle. Et quand ils arrivent alors en fin de journée ou en fin de matinée, fatigués, etc., ben, c'est un peu le système 1 qui reprend et donc ils se font pas mal influencer et par le biais de statu quo dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi par quelque chose qui s'appelle la régression vers la moyenne. Et donc ils vont avoir tendance à revenir avoir en tête ce 35%. Et le statu quo tend à leur dire, bah, ils sont en prison, après tout qu'ils y restent. C'est pas comme ça que c'est vu, mais c'est un peu le résultat. Et donc globalement, fin de journée, quand ils sont fatigués, bah, la moyenne tend vers 0. Donc voilà, quand je suis en forme, j'analyse réellement le dossier et je prends une décision en conséquence. Quand je suis fatigué, je reviens en système 1. J'ai qu'une envie, c'est que ce soit fini. Donc voilà, je les laisse comme ils sont. Et j'ai tendance, je sais que la moyenne, c'est plutôt qu'un sur 3 qui sort, donc j'ai tendance à les laisser là où ils sont. Voilà, donc on voit bien que ça peut avoir des conséquences effectivement très très importantes. Et on voit là que c'est l'environnement ou la fatigue ou etc., le fait de ne pas avoir fait de pause, bah, qui va générer ce retour en système 1 sur une décision complètement différente. Et je te rends la main. Merci. Sandrine. Ok Alain, donc comment travailler sur la réduction du risque d'erreur humaine maintenant que l'on sait comment le fonctionne Servonne?
Je ne savais pas si je réussirais à la faire, celle-là. Bon, alors, comment travailler? On va partir déjà d'un postulat de départ, c'est que 99% des personnes, quand elles viennent au travail, elles ont l'intention de bien faire. Alors, j'ai mis le 99% entre guillemets parce que je n'ai pas de statistiques, mais si on questionne nos collègues, on peut imaginer ça. Donc, si une erreur survient dans le cadre du travail, il va convenir de l'analyser comme telle, comme une erreur humaine. On va surtout, et ça répondrait un petit peu à la question qu'a posée Pharmacie Olivier tout à l'heure, on va surtout s'appuyer sur l'expérience du fautif, entre guillemets, sans le blâmer. On va travailler ensemble avec cette personne et vous allez voir avec ses collègues aussi qui font les mêmes activités pour comprendre ce qui s'est passé et comment on fait pour que ça ne se produise pas. Et on va utiliser cet outil que j'appelle PIRCOS, et vous allez voir tout de suite après comment on a cet acronyme-là, qui va permettre de se poser des bonnes questions par rapport à l'environnement et à l'organisation de l'activité qui nous ont amenés à faire l'erreur. Donc ça, c'est une démarche qui est utilisée depuis des décennies dans l'industrie médicale et pharmaceutique. Ça avait été lancé aux États-Unis. Donc voilà, comment on va travailler, c'est avec cet outil PIRCOS. Il y a un modèle qui existe, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont travaillé sur les erreurs. À partir du moment où on fait le constat qu'il y a eu un défaut ou un incident, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que quelqu'un ait fait une faute. Ce n'est pas du tout l'objet de notre webinaire du jour. Une faute, c'est une violation intentionnelle, une transgression volontaire. Donc, on ne va pas traiter les fautes comme on va traiter les erreurs. Celle-ci, on va être plus dans la sanction ou autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les erreurs. Et dans les erreurs, il y a deux types. Il y a « je n'ai pas fait » ou « je n'ai pas fait suffisamment ce qui était prévu ». Et l'autre, c'est « j'ai fait ce qui était prévu, mais ça a débouché sur une erreur ». Dans le premier cas, on a, pour expliquer que l'action n'a pas été faite ou elle a été insuffisamment faite, c'est une dérive d'application de la procédure ou de la méthode qu'il fallait faire. C'est une approximation ou bien une omission. Là, dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est? On va aller parler d'inattention, de distraction, d'excès de confiance, comme disait Alain tout à l'heure, mais c'est également la routine, la fatigue qui peuvent nous arriver à ne pas faire ou à ne pas faire suffisamment ce qui était prévu. Dans le deuxième cas d'erreur, oui, là, on va aller taper sur la partie compétences et facteurs humains. La deuxième possibilité, c'est on a fait ce qui était prévu, mais ça a conduit à une erreur quand même. Probablement, la procédure était inadéquate ou ma connaissance de la procédure était inadéquate. La procédure, elle peut être inappropriée ou devenue inappropriée, elle peut être erronée, elle peut être incomplète. Si c'est le cas de la connaissance, c'est que ma connaissance est incomplète, bien j'ai interprété ou je manque de pratique. Donc voilà, la modélisation qu'on peut faire et qui commence déjà à nous amener vers des causes racines de l'erreur. Donc l'outil PIRCOS, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire exhaustif. En gros, ça se présente comme un tableau Excel en 4 ou 5 pages qui va aller questionner plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est le P de PIRCOS pour process, qui va aller permettre de questionner comment est la procédure, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est écrite ou orale, vous allez voir, on va vous montrer des exemples. Donc les procédures, les modes opératoires, les instructions, selon comment on les appelle dans nos entreprises. La deuxième lettre, c'est I pour information. De quelle information je dispose au moment où je travaille? Est-ce que c'est une information orale? Est-ce que c'est une information écrite? Et est-ce qu'elle me permet de faire l'activité telle qu'elle doit être faite convenablement? Ensuite, on va questionner la partie R, la lettre ressources, enfin R pour ressources. Là, c'est tout ce qui est environnement de travail, le poste de travail, le matériel que j'utilise pour travailler.
Puis, on va aller questionner le C de compétences. Donc là, c'est compétences plus au sens de capacité à faire. C'est là où on va aller travailler sur les facteurs humains. La fatigue, la vision, des choses comme ça. Le O pour organisation. Comment l'activité est organisée? Est-ce qu'elle est convenablement organisée pour permettre d'avoir le temps de réfléchir et de faire les choses bien? Et enfin, le S pour stressor. Et si vous mettez en place ce projet dans votre entreprise ou cet outil pour analyser des erreurs ou des incidents, le S, en général, les collaborateurs, ils aiment beaucoup. Parce que c'est tout ce qui arrive, qui vient perturber, c'est la goutte d'eau. Et ça, il y en a plein, plein, plein. Donc, voilà la description succincte de ce qu'est l'outil PIRCOS, de ce qu'on va trouver dans le questionnaire. Je voudrais juste, pour les gens qui sont un peu plus en management de qualité, qui ont mis en place des outils de résolution de problèmes, juste inscrire l'outil PIRCOS dans la démarche de résolution de problèmes. Elle est celle-ci. Vous avez un événement à analyser, une réclamation, une non-conformité, un accident, un incident, peu importe. Vous allez décrire le problème, ça c'est la démarche habituelle. Vous allez analyser les causes avec les outils habituels de résolution de problèmes, arbre des causes, 5M, 5 pourquoi, etc., etc. Ça va vous amener à quelque chose qui ressemble à ça, à un Ishikawa en général. Et dans ce 5M, dans cet Ishikawa, on a un pan qui s'appelle main-d'œuvre ou humain. Et quand vous tombez là-dessus en général, c'est là où on va se dire il y a eu une erreur humaine. Et l'outil PIRCOS, il va permettre d'aller questionner ça et d'aller encore plus loin et de faire une boucle supplémentaire par rapport à l'erreur humaine pour pouvoir trouver les causes racines de cette erreur-là. Dans l'erreur humaine, comme dans tous les événements, en fait, il y a une notion de multicause. Et PIRCOS nous permet d'aller chercher les multicauses. Je vous ai mis là le petit schéma des trous du gruyère, mais hier, on en parlait avec Alain, il me disait les trous dans la raquette, c'est exactement ça. Il faut vraiment qu'il y ait une conjonction de causes pour que l'événement arrive. Et donc, on va se poser des questions par rapport à la procédure. Est-ce qu'elle est adéquate, complète, à jour? On va se poser des questions sur la formation à cette procédure. On va se poser ces questions sur l'environnement de travail. Est-ce que là, je n'ai pas beaucoup de bruit qui font que je suis déconcentrée ou extrêmement fatiguée? Jusque-là, tout va bien. En fin de compte, j'arrive à faire face et on ne fait pas des erreurs non plus toute la journée, des erreurs dramatiques. Mais il y a un moment donné, il y a un effet de seuil qui fait que quand la goutte d'eau arrive, le stresseur arrive, eh bien, je vais commettre cette erreur-là. Commettre, ce n'est pas un bon terme. En l'occurrence, je vais être amenée à faire cette erreur. Alors, par exemple, un stresseur, ça va être, je suis en train de faire quelque chose et on m'interrompt. Ou bien, il y a une porte qui claque, j'ai un effet de surprise. Voilà, tout ça, ça peut faire que ce qu'on était en train de faire se casse la figure et je commets cette erreur. Donc, ce n'est pas une cause pour une erreur, c'est vraiment une juxtaposition de causes qui va nous amener à l'événement. Alors, on parle de l'outil. Maintenant, comment on fait avec cet outil-là au quotidien dans l'entreprise? Deux possibilités, je reviendrai dessus un peu à la fin. C'est soit j'utilise cet outil-là comme moyen de trouver les causes racines, de résoudre un problème, une erreur, soit je l'utilise comme un projet d'entreprise, comme moi j'ai pu le faire dans mon ancienne entreprise. En tout cas, on va utiliser la démarche de gestion de projet habituelle PDCA, c'est-à-dire qu'on va organiser, à partir du moment où il y a eu un événement, on va organiser la démarche et on va organiser l'utilisation de cet outil-là, c'est-à-dire qu'on va définir qui va participer. Et là, ça répond encore une fois à une des attentes, c'est qu'on va faire participer les gens qui sont concernés par l'activité dans laquelle il y a eu l'erreur. Quand on va le faire au plus vite, parce que on oublie rapidement, où le contexte, l'environnement peut changer après une erreur et du coup, on ne va pas trouver la bonne cause. On va le faire sur le terrain. C'est une analyse vraiment de terrain parce qu'il faut vraiment observer ce qui se passe dans la zone où l'erreur ou l'accident s'est produit et on travaille en groupe. On est plus malin à plusieurs. Voilà, c'est le groupe.
On va utiliser tous nos sens dans le cadre de la réponse aux différentes questions du questionnaire. On va regarder, on va écouter, on va mesurer, on va se questionner, on va réfléchir sur le terrain pour essayer de comprendre pourquoi cette erreur qui s'est produite ou cette erreur qui pourrait se produire si on est en plus en préventif se produit. Au niveau du check, donc là j'ai mis une petite photo du fameux questionnaire en question qui reprend page par page tous les thèmes du PIRCOS. Donc on remplit le questionnaire et puis partout où on aura répondu il y a un facteur de risque qui pourrait expliquer l'erreur réelle ou potentielle, alors on va le décrire dans une grille qui ressemble un petit peu à l'Ishikawa qu'on a vu tout à l'heure, mais qui reprend les thèmes du PIRCOS, le P, le I, le R, etc. Et là, on va pouvoir trouver, comme dans les trous du fromage tout à l'heure, les 2, 3, 4 causes racines qui nous ont amenés à faire cette erreur-là. Et comme je disais en début, une fois qu'on a trouvé les causes racines, c'est assez facile de trouver les solutions et les parades. Donc à partir de là, Alain va reprendre la main pour nous présenter quelques questions qu'on se pose item par item et les bonnes pratiques qu'on peut imaginer mettre en place. Mais après, chaque bonne pratique va dépendre vraiment de votre activité. Voilà, Alain. Merci Sandrine. Donc je pense qu'il est important à retenir dans ce qu'on vient de dire pour le moment, c'est que si on recherche l'humain dans le cas d'une cause, forcément on va trouver l'humain, puisqu'à un moment donné, on va dire s'il y a une erreur qui se produit, il y a bien un phénomène, et quels que soient les exemples qui ont été pris tout à l'heure, il y a un humain à un moment donné qui est intervenu dans la chaîne. Donc la question, c'est vraiment de se dire d'aller au-delà d'avoir trouvé celui qui à un moment donné a fait l'erreur, c'est surtout se poser la question pourquoi il a fait l'erreur et quelles ont été les circonstances qui ont fait qu'effectivement, ce jour-là ou à ce moment-là, l'erreur s'est produite, alors qu'elle ne s'était peut-être pas produite d'ailleurs avant, dans des circonstances un peu différentes. Donc l'humain, si on le cherche, on le trouvera, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'est-ce qui, dans les circonstances, a fait que ce jour-là, l'événement s'est produit, c'est autre chose. Donc, dans l'outil là qu'on va vous présenter avec Sandrine, on va essentiellement être sur les questions à se poser ou les typologies de questions à se poser ou les environnements dans lesquels se les poser. On ne va pas apporter une réponse puisque chaque cas, chaque situation et chaque erreur est différente. Par contre, c'est effectivement de faire un petit peu un balayage exhaustif de tout ce qui, à un moment donné, peut avoir été à l'origine ou participer au fait que l'humain n'a pas pris la bonne décision. Donc effectivement, toute la partie qui concerne, on va dire, les procédures, les instructions de travail, les documents qui sont mis à disposition, qui doivent être mis à disposition des collaborateurs. Déjà, la première question, c'est effectivement, et ça rejoint un peu le schéma que Sandrine montrait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une procédure qui existe ou pas déjà, parce qu'il n'y en a pas partout. Est-ce que cette procédure, elle est écrite et clairement formalisée ou est-ce qu'elle est plutôt orale? C'est une consigne qu'on se passe, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de formalisé. Donc déjà, avant d'aller voir si elle est bonne ou pas, posons-nous la question si elle existe. Effectivement, une fois qu'on s'est dit qu'elle existait, est-ce qu'elle est adaptée, adéquate? Est-ce qu'elle est effectivement logique? Est-ce qu'elle est naturelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle se comprend facilement, ce qu'on a en dessous? Est-ce qu'elle est claire et évidente? C'est-à-dire, OK, j'ai une procédure, c'est décrit. Mais comment je vais là, est-ce que je suis capable de la comprendre? L'autre chose, souvent aussi, est-ce qu'elle est disponible et est-ce qu'elle est accessible? Si la procédure, elle est enfermée dans le tiroir du haut du bureau du chef, et qu'elle est accessible du coup que quand il est là et disposé, ça ne va pas être facile. Donc à un moment donné, si les gens ont besoin de quelque chose, il faut s'assurer qu'ils y avaient bien accès au moment où ils en avaient besoin. Et si cette procédure doit déboucher effectivement à un moment donné sur une prise de décision de celui qui l'applique, est-ce que les processus de décision sont ou pas clairement décrits? C'est un vrai sujet, ça a été un sujet qu'on avait un petit peu évoqué déjà avec Sandrine, ces notions de procédure et de compréhension au moment on avait parlé du document unique et donc de tout ce qui était lié à la Covid, et de se dire on est en train de communiquer plein d'informations, mais comment on fait pour que les gens le comprennent déjà?
qu'est-ce qu'on met par écrit ou pas, etc. Et donc là, on a pris un petit exemple simple, hein, qui est juste sur 3 recettes de cuisine qui se présentent sous une forme différente. Et quelque part, de se dire, si je suis confronté à ces 3 recettes, eh ben, éventuellement à laquelle je vais être le plus, ou laquelle va être la plus parlante, la plus facile à suivre, la plus explicite. Voilà. Donc, là aussi, c'est à voir avec les équipes, avec leurs habitudes, avec les modes de fonctionnement de l'entreprise, avec plein de choses, hein. Chaque entreprise a sa culture et sa façon d'être. On va avoir des entreprises qui sont plutôt avec des gens qui sont habitués à réfléchir sur des chiffres et d'autres sur du texte, etc., etc. D'autres qui ont du mal à lire. Spontanément, ce que moi j'ai tendance à dire, c'est que la première, bah, c'est un texte qui est écrit en littéral et où ça s'enchaîne et que si à un moment donné je suis amené à lever les yeux et du coup à devoir y retourner, globalement, il faut que je reparte au début parce que sinon je suis perdu. La deuxième, j'ai une séquence qui est un peu exhaustive et qui peut être un peu fatigante, celle d'en dessous avec les numéros de 1 à 8. Et puis la troisième, qui est plutôt quelque chose d'imagé, où déjà je vois assez facilement de quoi je parle, donc c'est accessible au plus grand nombre. C'est décomposé clairement en étapes. Je sais que si à un moment donné je lève la tête et que j'étais à l'étape 2, je vais tout de suite retrouver l'étape 2. Voilà. Donc on voit bien que la façon dont la procédure va être écrite va forcément pouvoir impacter aussi à un moment donné la façon dont l'individu va la lire et donc l'exploiter. Il ne faut pas oublier, et j'y reviendrai souvent, que les décisions qu'on va prendre dans le courant de notre vie, donc dans le courant de notre activité professionnelle, vont être en système 1. Donc je ne vais pas en permanence réfléchir et aller chercher ce qu'il y a derrière le mot minute, ce qu'il y a derrière le mot graisse, ce qu'il y a derrière le mot voilà. Donc je dois être en mesure que la communication qu'on m'apporte soit en phase avec la façon dont je vais décider. Et donc, si je suis sur quelque chose d'assez classique et d'assez standard et que je fais tous les jours, etc., il faut que j'ai quelque chose qui me parle en système 1. Et là-dessus, la troisième est clairement plus en système 1, puisque rapidement on se repère, rapidement on voit de quoi on parle. Et donc, le cerveau, ben, il aime bien, quoi. Voilà, donc cette partie procédure, c'est importante. Par contre, s'il y a un déroulé peut-être beaucoup plus structuré à faire par rapport à une décision importante à prendre, ça sera peut-être rédigé de façon différente, avec des étapes à cocher, etc., etc. Donc, je ne dis pas que la 3 est meilleure, spontanément, elle paraît plus accessible. Donc, c'est important de se poser cette question si on estime que c'est la procédure qui peut être à l'origine. Ça, c'est un sujet aussi qui est de se dire, ben, à un moment donné, OK, j'ai une procédure, j'ai une tâche à faire. À la rigueur, j'ai les documents qui vont avec, mais est-ce qu'elle ne vient pas en concurrence avec d'autres tâches? C'est-à-dire qu'on me demandait d'effectuer une activité et en fait, qui venait croiser une autre activité que j'étais en train de faire. Et qui demande donc de porter du coup attention à plusieurs choses. Ça, vous aurez aussi la référence tout à l'heure. Il y a des livres très bien faits par Jean-Philippe Lachaud sur la partie, tout ce qui concerne l'attention, hein, et là aussi, la façon dont le cerveau fonctionne face à l'attention. Sandrine en a cité un à la fin, mais il y en a d'autres qui sont le cerveau somnambule, le cerveau attentif, il y en a plusieurs. On peut porter attention réellement que sur une seule chose. Si on a l'impression qu'on porte attention sur plusieurs choses, c'est qu'on a été en capacité de décomposer notre attention en micro-tâches et qu'on va alterner une micro-tâche d'une activité avec une micro-tâche d'une autre activité. Mais on ne fait bien qu'une seule chose à la fois. Donc ça, c'est important. Donc ce que fait la petite dame là, à un moment donné, soit elle va laisser tomber le gamin, soit elle va mettre le chat dans la cocotte minute. Enfin, voilà, mais il va se passer forcément quelque chose qui n'était pas prévu. Donc attention, hein, là aussi c'est important, se poser la question, ok, mon gars a bien respecté la procédure, mais est-ce qu'il n'était pas en train de faire autre chose en même temps et que c'est ça qui l'a amené du coup, à prendre la mauvaise décision? Alain, il faudrait aller un tout petit peu plus vite, je pense. Oui, madame. Merci.
Donc ça, c'est le deuxième item hein, qui est un petit peu à mettre en place avec le biais de surconfiance dont on parlait tout à l'heure. C'est à un moment donné de vouloir prendre trop de choses à la fois et puis de plus arriver à s'en sortir. Ce qu'on sait aussi, qu'on nous dit ou qu'on entend rapidement, c'est que trop d'informations tue l'information. Donc voilà, essayer d'aller à l'essentiel et d'arriver à s'isoler pour pas être surchargé de procédures. Si j'ai trop de procédures qui me décrivent comment faire, à un moment donné, je vais pas être capable de faire de façon efficace. Et si la procédure est complexe, il faut aussi que je puisse la lire et la pratiquer dans un environnement qui va être serein. Donc après, là, c'est un exemple que Sandrine a ressorti qui était dans un centre hospitalier pour les préparations d'opérations, on va dire, complexes, ou en tout cas qui peuvent entraîner derrière un risque fort. Là, si je suis en train de faire une tâche qui me demande une attention importante, je prépare des médicaments, je suis en train de rédiger une prescription, je vais aussi informer les autres que je suis dans cet environnement-là et que c'est quelque chose qui doit être fait de façon claire, formalisée et donc tranquille. Donc voilà, toute cette partie procédure, c'est important. Si elle existe, sous quelle forme elle doit être, comment je l'applique et comment je m'assure qu'elle n'est pas en concurrence avec d'autres. Je vais revenir. Donc là, on va être sur la partie information et cette information que j'ai, comment elle est disponible et comment je peux l'utiliser et est-ce qu'elle est compréhensible. Donc là, c'est là où je vais te solliciter, Caroline. Donc tu vas pouvoir ouvrir ton micro. Et la diapo suivante, tu vas voir en bas, il y a un petit, enfin vous allez tous voir d'ailleurs, il y a 3 petites cases dans lesquelles il y a des nombres et des lettres qui sont mises, qui sont écrites. Hein. Et ce que je vais te demander, Caroline, c'est juste une fois que ça apparaîtra, tu verras, tu vas lire ce qu'il y a dans la première case, tu vas lire ce qu'il y a dans la deuxième case et tu vas lire ce qu'il y a dans la troisième case, tout simplement. Voilà, c'est très, très facile et puis j'en discuterai après. Voilà. Donc, je te laisse. Alors, première case, A, B, C. Oui. Deuxième case, LD 42. Oui. Et troisième case, 12, 13, 14. Voilà. C'est ce que tout le monde a lu ou ce que tout le monde lit, je suppose. Oui. Voilà. Donc ça, typiquement, ce que vous pouvez retrouver dans une procédure, alors, il y en a qui ont été attentifs parce que, effectivement, si vous creusez un peu, ce que vous pouvez constater, c'est que le symbole qui est là, c'est exactement le même que le symbole qui est là. Alors, l'écriture n'est pas très belle, là, on le reconnaît, il y a eu de la copie de copie. Et donc, effectivement, on pouvait tout aussi bien lire A13C, LD42, 12B14 que ce qu'on a lu. Sauf que quand je m'y prête pas et quand je suis spontanément en train de lire, le cerveau, pareil, il est en système 1. Donc, il a appris, quand il était petit à l'école, qu'après A, c'est B et avant C, c'est B. Donc, il va lire ABC. Et pareil pour 12, 13, 14, parce que j'ai 12, 14, donc au milieu, je ne me pose pas la question si c'est un B, ça doit être un 13. Donc, là aussi, dans l'information écrite et dans la façon dont on va passer l'information et la connaissance, on voit bien que l'interprétation qui peut être faite d'un écrit, là c'est quelque chose de très simple, rappelons-nous que le cerveau fonctionne comme ça. Donc quand je vais faire ma formation, est-ce qu'elle va être écrite ou orale? Dans quelles conditions je vais la faire? Et surtout, comment je vérifie que la personne a bien compris ce que j'étais en train de lui dire ou de lui faire lire. Et c'est là où l'important peut être justement de faire reformuler. Parce que si ce que je veux lui faire apprendre, c'est la première case, et moi, le message que je voulais lui passer, c'est A13C, si je ne fais pas revenir pour qu'elle me dise, elle va penser que c'est ABC qu'il va falloir qu'elle reproduise. Voilà, donc on voit bien, c'est important. On a aussi notre cerveau qui est fait pour lire les choses qu'on a envie de lire, et pas toujours pour lire les choses qui sont écrites. Ça a déjà dû vous arriver aussi de lire un texte et de le dire, mais je n'avais pas vu ce mot-là. Spontanément, le cerveau en a mis un autre, parce que c'est celui qui allait bien. Donc attention, si j'ai une procédure importante, comment je fais en sorte de m'assurer que la personne qui doit l'utiliser l'a bien comprise et va donc bien l'utiliser.
Donc, la communication orale, c'est une chose, mais il faut qu'on s'assure bien que le message qu'on a passé, combien de fois ça a dû vous arriver aussi, hein, d'expliquer quelque chose à quelqu'un, de lui dire t'as compris, oui, 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 puis vous lui reposez une question sur ce que vous venez de dire et il vous répond à côté, quoi. Donc, faire reformuler, vérifier que l'information qu'on a passée est la bonne, c'est indispensable. L'autre point qui est important, c'est l'actualisation de la formation. Alors, on a mis ce petit schéma je ne me rappelle plus son nom à nouveau, mais tu m'as aidé. Jean-Yann. Voilà, Jean-Yann, sur son sketch de l'auto-école, mais surtout le rond-point. Parce que ce que j'expliquais à Sandrine, c'est qu'en fait, on nous fait faire de la conduite accompagnée avec nos enfants. Sauf que moi, j'ai passé mon permis à une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, et qu'il n'y avait pas de rond-point là où j'habitais, hein. Donc, mais je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup en France, mais encore moins là où j'habitais. Donc, j'ai jamais appris. Et à l'époque, on ne devait pas l'expliquer d'ailleurs au permis de conduire, ce qu'il fallait faire quand on arrivait dans un rond-point ou qu'on voulait sortir d'un rond-point. Donc, en fait, j'étais censé accompagner mes enfants à apprendre à conduire, sauf que c'est eux clairement qui m'ont appris ce qu'il fallait faire dans un rond-point, où se situer dans le rond-point et à quel moment mettre quel clignotant. Voilà. Donc, on voit bien que l'actualisation de la formation, c'est quelque chose d'essentiel. Et là, à nouveau, on a l'impression que ceux qui ont appris à conduire, les très, très, très anciens, un petit joke, à l'époque où les voitures ne montaient pas au-dessus de 70 km/h, continuent à penser que les voitures ne montent pas au-dessus de 70 km/h. Ça doit être pour ça que les personnes âgées roulent souvent très lentement. Mais non, non, donc on voit bien que l'actualisation de la formation, c'est essentiel et on peut le regretter dans des domaines type le permis de conduire. On n'a pas repassé d'examen, alors que clairement, le code de la route aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on a passé, nous, il y a 30 ou 40 ans. Voilà, donc chose importante aussi à souvenir. Le dernier point qui est important, les supports, ils vont pouvoir prendre des formes différentes. Il faut s'assurer qu'ils sont lisibles. Est-ce qu'ils sont bien lisibles? Est-ce qu'ils sont accessibles? Un point qui me paraît très, très important, est-ce qu'ils sont cohérents? Qui ici n'a pas été aussi confronté à avoir une instruction de travail qui n'est pas au bon indice, où je ramasse et j'ai des feuilles de contrôle et il y a 3 indices différents qui m'arrivent en même temps sur mon bureau quand je suis en train de faire le contrôle final, parce qu'à un moment donné, les documents n'ont pas été mis à jour, pas été mis à jour partout, où les gens en ont caché dans leur tiroir et donc ils utilisent toujours le document de contrôle d'il y a un mois. Enfin voilà. Donc il faut que les documents soient lisibles, il faut qu'ils soient adaptés, il faut qu'ils soient pas trop complexes pour que les gens puissent les remplir, dans un jargon qui soit compréhensible par l'entreprise. Voilà, donc les supports, c'est vraiment très, très important, que ce soit des supports papier ou des supports digitaux. Et si c'est des supports digitaux, est-ce que je me suis assuré que la personne, elle sait utiliser un support digital? Parce que bien souvent aussi, maintenant, on met beaucoup de choses sur écran, sauf que tout le monde n'est pas à même de les utiliser. Et est-ce que si c'est sur écran, bah, l'écran, il est à l'endroit où j'en ai besoin, parce qu'il n'est pas toujours transportable? Est-ce qu'il est accessible? Et est-ce que je peux l'utiliser dans les conditions qui sont prévues en question? Donc attention sur ce chapitre-là. Donc ce qui est important, c'est d'avoir la bonne info, accessible, utilisable, comprise au bon endroit. Et dans la méthode, donc dans le P et le I, c'est toutes ces questions-là qu'on vient de voir qu'il va falloir se poser pour s'assurer si on était en phase ou si l'un de ces critères a pu être à l'origine de ce qui a provoqué l'erreur. Voilà, je te rends la main, Sandrine. Merci. Ok. Oui, tiens, juste en même temps que je t'écoutais, je me rendais compte qu'on était peut-être en train de dire qu'il fallait des procédures à tout crin. C'est non, hein, on n'a pas besoin de procédures à tout crin. Ce qu'il faut, c'est qu'au moment où on fait une activité, on ait la bonne information. Par exemple, là, dans le déroulé de ce PowerPoint, on n'a pas écrit de procédure avec Alain pour savoir qui parle quand. Par contre, on a mis un ballon, je ne sais pas si vous le voyez dans la marge gauche, il y a un ballon qui de temps en temps est vert quand c'est moi qui dois parler et violet quand c'est Alain qui doit parler. Donc ça, c'est une information visuelle qui nous permet de ne pas réfléchir à savoir est-ce qu'il parle au slide 34 ou au slide 33 et moi, quand est-ce que je reprends la main? Management visuel, je sais avec le code couleur à quel moment je dois parler. Et voilà.
Donc, moi, je vais aborder le R de ressources, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on réalise les activités, l'environnement de travail, le poste de travail. Et à propos de procédure et de formation, d'ailleurs, vous remarquerez que moi, je ne maîtrise pas du tout l'outil pour passer les slides là, pendant cette présentation-là. Et du coup, je ne fais pas d'erreur, mais je perds du temps. Alors, sur R de ressources, environnement et poste de travail, quand il s'agit d'aller chercher une pièce, un outil, un document quelque part, il est évident que ça va être beaucoup plus facile dans le cadre du poste de travail que j'ai entouré en vert ici, qui est une promotion pour la méthode des 5 S, de rangement et d'organisation des zones de travail. Ça sera plus facile d'aller chercher un document dans la panière bleue qui est là que on ne sait pas dans le petit foutoir qui est là. Donc, l'environnement de travail va être plus ou moins favorable à réaliser les activités correctement ou avec erreur. Également, en sécurité, et en début de réunion, on parlait d'un accident en sécurité. Pour éviter que quelqu'un aille rentrer en collision avec un chariot élévateur ou une machine dangereuse, le mieux, c'est de l'empêcher de pouvoir entrer en contact. Et donc, la mise en place des barrières, par exemple, c'est un bon moyen, c'est une bonne pratique d'éviter ce qu'on peut appeler une erreur, qui en l'occurrence serait un accident. Donc, environnement de travail, regardons quand on va faire le questionnaire PIRCOS sur le terrain, dans quel environnement l'erreur s'est produite et est-ce que par le manque de rangement, par le manque d'organisation, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que l'erreur se produise. Là, on est toujours sur le poste de travail, on est, on est dans de la pharma, des gens qui font de la réconciliation ou qui préparent un échantillonnage. Dans le premier cas qui est entouré en rouge, en fait, la personne doit compter pour faire une vérification de quantité. Donc, elle avait peut-être 50 flacons ou 50 étuis à ranger dans une de ces caisses pour faire son échantillonnage. Très compliqué, il faut compter mentalement. Si jamais on est interrompu, on ne sait plus à quel comptage on était. Du coup, le plus simple, ça a été de mettre en place ces casiers avec des alvéoles qui permettent à tout moment de savoir où on en est dans le comptage, la préparation de l'échantillonnage. Donc voilà, un facteur de risque, une bonne pratique. Également, on est sur l'environnement de travail, ou plutôt sur le poste de travail, qui peut générer là autre chose qu'une erreur de comptage, par exemple, qui va générer de la fatigue et qui va nous amener à perdre de la concentration. Donc, si mon poste de travail n'est pas ergonomique, au bout d'un certain nombre d'heures, je vais commencer à avoir des douleurs, à me préoccuper plus de mon corps que de ma réflexion. Donc, c'est le cas pour cette personne qui est sur un poste de travail. C'est le cas pour celle-ci qui est en train de serrer des écrous. À un moment donné, il va avoir tellement de douleur qu'il va oublier de se concentrer sur autre chose. Alors, il y a pas mal de moyens qui permettent visuellement de ne pas se tromper. Moi, j'ai en tête, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les boîtes à médicaments. Merci, un pilulier avec un code couleur qui permet de distribuer les médicaments au quotidien de façon à être sûr que la personne va prendre la bonne dose, pas ni trop peu, ni trop. Donc ça, c'est un bon outil. L'exemple que je donne toujours quand je parle de ça, c'est la carte SIM. Il n'y a aucun risque, aucune possibilité de mettre la carte SIM dans son logement à l'envers parce qu'elle ne tient pas. C'est un peu comme les prises de terre, vous êtes obligé de les mettre dans le bon sens. Donc là, c'est très simple puisqu'on a supprimé la probabilité que l'erreur se produise. Alors, il y a d'autres moyens qui sont plus ou moins pratiques. Par exemple, là, au niveau des branchements électriques, on voit bien que quand même, si on a un fil bleu, on va le mettre dans la fiche bleue, un fil rouge dans la fiche rouge. Mais ça, c'est pas encore un bon moyen de détrompeur. Parce que je pense qu'on peut imaginer qu'en cas de fatigue, on va aller mettre le fil vert dans la fiche bleue et que ça peut provoquer un problème. Donc, quand on est en train de réfléchir à des solutions face à des facteurs de risque qu'on a identifiés, il faut, comme je l'ai mis là, que ce soit un jeu d'enfant et que de façon
évidente, on n'est pas à réfléchir, c'est comme notre ballon vert et rouge. De façon évidente, on va savoir ce qu'on a à faire et on ne fera pas d'erreur. Toujours dans la partie R du PIRCOS ressources, il y a les ambiances physiques. On doit travailler sur écran, par exemple, et on a un éblouissement. À un moment donné dans la journée, il y a le soleil qui tape dans mon écran, je dois saisir des choses, je ne peux pas le faire parce que je ne vois pas bien. Ou alors, il faudrait que je me penche, enfin, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que je disais aussi qu'il faudra faire l'analyse sur le terrain, parce que vous allez vous rendre compte sur place qu'il y a des facteurs extérieurs qui provoquent la condition pour être amené à l'erreur. Celui-ci en est une. Momentanément ou de façon permanente, on peut avoir aussi beaucoup de bruit. Et là, ça devient très compliqué. S'il y a du marteau-piqueur pendant des heures et des heures à côté de mon bureau, sur le trottoir en bas, j'ai la tête grosse comme ça et je vais avoir vraiment du mal à me concentrer pour faire mon activité. La chaleur aussi, la chaleur ou le froid, ça peut également nuire à la façon dont on reste concentré, dont on se fatigue. Donc voilà pour la partie ressources. Et là, je suis en train de me rendre compte que je parle à ta place ou pas, Alain? Non, non, C'est bon? c'est très bien. Ok. Sur la partie C, les compétences. Alors, compétences au sens facteur humain. Parce que les compétences métiers, c'est sûr qu'on doit aller les chercher, vérifier qu'elles sont là. Je mettrai ça un petit peu en parallèle de cet outil PIRCOS. On le travaille déjà par ailleurs beaucoup dans les entreprises avec les entretiens d'évaluation, les entretiens pro, etc. Bien sûr qu'on va se questionner pour savoir si la personne qui a fait l'activité, elle avait la compétence pour. Je ne vais pas détailler là pour le moment. Par contre, les facteurs humains qu'on a évoqués tout à l'heure dans les biais, quand il a parlé à l'un des biais, quand on est en système 1, l'excès de confiance, le travail en routine, la perte de concentration, la distraction, la préoccupation ou des préoccupations ou des interruptions, l'état de santé de la personne, tout ça, c'est des facteurs qui sont vraiment individualisés à la personne, qui font qu'il peut se passer quelque chose ou qu'il va interpréter les choses différemment. Également, les tâches qui demandent à faire appel à la mémoire, ça peut être facteur de risque. À la vision, on a vu tout à l'heure sur le petit exercice, bien sûr, il y a la façon dont le cerveau raisonne quand il voit le 12, 13, 14 et lit A, B, C, mais il y a aussi mes capacités personnelles à lire le A, B, C en fonction de ma capacité physique. Également, un autre facteur, ça sera la capacité à rester attentif et concentré. On n'est pas du tout égaux face à ce genre de choses. Donc, des questions qu'on va se poser pendant le PIRCOS sur le terrain. Donc, on se méfie beaucoup du travail en routine. On a l'habitude de faire ça à telle heure et puis on est un peu sous hypnose parfois, ou comme tu disais Alain tout à l'heure, quand on conduit la voiture, parfois, alors on est tellement en routine qu'on ne voit pas ce qui pourrait causer une erreur. La fatigue, au fur et à mesure de la journée, de l'avancement de la journée ou des conditions, on va être de plus en plus fatigué et moins en moins concentré. Moi, j'ai souvent répondu à des clients excès de confiance pour expliquer comment on avait pu être amené à faire une erreur. On pense qu'on sait faire. Ça fait des années qu'on pratique cette activité-là, d'un point de vue administratif ou sur une machine, dans un atelier ou en magasinage. J'ai l'habitude et donc je ne fais plus les contrôles. Et du coup, l'erreur survient. On est en excès de confiance ici, dans ce cas, ou dans la voiture, on est à la fois en conduite et en train de répondre à un SMS. Là, on peut imaginer qu'on peut avoir un accident ou un risque d'accident. Tiens, je vais faire un petit peu appel à votre mémoire. Est-ce que dans le chat, vous pouvez répondre à, par exemple, quelle est la capitale de l'Australie? Est-ce que comme ça, spontanément, vous pouvez rapidement dire quelle est la capitale de l'Australie? Ok, on me dit Canberra. La capitale des Philippines? Moins facile, hein? Et la capitale de... Alors, Philippines,
Ouais, d'accord, point d'interrogation. Encore un test, la capitale du Canada. Voilà, là, je fais Toronto. OK, je fais appel à votre mémoire. Si je vous mets ce slide-là et que je vous dis la capitale de l'Australie, et je vous dis qu'elle commence par un C, déjà plus facile, et effectivement, c'était bien Canberra. Après, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé les Philippines avec Manille et le Canada qui commence par un O. Donc, c'est Oronto, Oslo pour la Norvège. OK. Et voilà les réponses. Donc, c'était bien Oslo pour la Norvège, c'était bien Canberra pour l'Australie, c'était bien Manille pour les Philippines. Et par contre, ce n'était pas Toronto au Canada, mais Ottawa. Et voilà, c'est un bon exemple pour démontrer qu'on ne doit pas faire appel à la mémoire des gens. Alors, quand la tâche, elle est permanente, quotidienne, oui. Mais quand ils doivent faire cette tâche-là une fois par mois ou une fois par trimestre, c'est quand même assez périlleux de les laisser faire appel à leur mémoire. Je pense beaucoup, par exemple, aux gens qui font de la maintenance. Ils ont des interventions à faire à fréquence assez espacée. Et ça peut être difficile s'ils n'ont pas une checklist de savoir ce qu'ils ont à faire à quel moment. Donc voilà pour le petit exemple et merci pour la participation. Eh bien, je te laisse la main pour l'organisation et le stressor, Alain. Il est 9h46, on devrait être au slide 50, on est au 44, c'est pas mal. Non, c'est très pas bien. mal, c'est pas mal. Je reprends. Je reprends. Donc voilà, donc deux autres points qu'on va voir, c'est tout ce qui concerne l'organisation et ce qu'on a appelé les stressors. Donc sur l'organisation, effectivement, une des questions qui va venir se poser, c'est le process de prise de décision qui a été prévu dans le cas de la situation qui a été à l'origine de l'erreur. Est-ce que c'était plutôt du système 1, c'est-à-dire spontané, habituel qui est pris, ou est-ce que c'était une démarche plutôt type système 2 qu'on avait décrite et où le collaborateur devait suivre une procédure? Donc, est-ce que des règles ont été établies sur la façon dont le collaborateur devait décider? Est-ce qu'il avait un support d'aide à la décision? Donc, est-ce qu'il avait une checklist ou quelque chose qui pouvait l'aider à décider? Là, effectivement, comme disait Sandrine tout à l'heure, hein, l'idée, c'est pas de dire il faut une checklist ou une procédure partout, hein, mais si à un moment donné, on estime, par exemple, qu'il faut que la personne décide en système 2, si on ne l'accompagne pas, spontanément, elle va se mettre en système 1. Donc, voilà. Quand c'est nécessaire, il faut la mettre en place. Donc, vérifions ce qui existe aujourd'hui, vérifions si ça l'est et si c'est adapté. L'organisation du travail, est-ce qu'au moment où l'erreur s'est produite, l'organisation du travail était normale ou dégradée? Voilà. Est-ce que c'était les gens habituellement présents? Est-ce qu'il y avait un facteur d'urgence particulier? Voilà. Est-ce qu'on avait mis les gens dans une situation qui n'était pas leur organisation habituelle? Et dans ce cas-là, laquelle c'était? Ou est-ce qu'on était dans l'organisation tout à fait traditionnelle qu'on a définie et qui, normalement, amène à la bonne solution? Est-ce qu'on avait effectivement des personnes en plus qui étaient là et qu'on avait formées? Est-ce que c'était une organisation, on avait rajouté, voilà, on a monté la production de 30%, il y a 20% d'intérimaires, plus ou moins formés sur des postes auxquels ils sont plus ou moins habitués. On a bougé les gens de chez nous, ils ne sont plus non plus dans leur poste habituel. Enfin voilà. Il y a vraiment une question à se poser. Est-ce qu'au moment où ça s'est produit, l'organisation était l'organisation normale ou pas? Et puis là aussi, quels comportements ont adapté l'individu? C'est ce que je disais tout à l'heure, dans les prises de décision, dans la rédaction des procédures, il y a la culture d'entreprise et la culture de prise de décision qui intervient. Est-ce qu'on est habitué à être dans une notion d'analyse de risque ou pas, ou est-ce que c'est pas dans la culture on va dire, la culture de l'entreprise? Donc là, effectivement, toutes ces questions à se poser sur l'organisation qui était présente au moment où l'incident s'est produit, et notamment sur est-ce que c'était l'organisation habituelle ou pas, et quels ont pu être les changements d'organisation qui ont impacté ou qui ont influencé cette situation. Sur la partie stressor,
ça va être un petit peu toutes ces modifications qui peuvent avoir joué un rôle et qui ont amené un élément de complexité. Donc attention, hein, dans le travail en équipe, dans quelle mesure on est dépendant ou pas du collègue par rapport à une intervention qu'on doit faire, hein. C'est un peu les problèmes de travail à la chaîne quand on enchaîne et quand du coup on doit suivre aussi un rythme, mais parfois on attend une pièce d'un collègue, elle n'arrive pas, puis quand elle arrive on est énervé, machin, etc. Donc ce travail en équipe, hein, qu'est-ce qu'il a pu amener comme désagrément? Le type de management, hein, est-ce que c'est un management où a priori on est plutôt dans la confiance ou plutôt dans la défiance et donc on a le chef qui vient toutes les 5 minutes vérifier qu'on est bien en train de faire ce qu'on devait faire? Les horaires de travail, est-ce qu'on est aussi dans des moments de la journée qui sont plus difficiles parce qu'on arrive en fin de poste et on commence à penser surtout aux gamins qu'on va devoir aller récupérer ou qu'il est tard et qu'on a envie de rentrer? Est-ce qu'on est en heure sup? Enfin, voilà. Des changements récents, un petit peu ce que je disais avant, hein. Est-ce qu'on vient de changer de poste? On vient de prendre un nouveau poste? L'entreprise vient de changer une méthode de travail? Qu'est-ce qu'il en est? Tout ça, c'est des facteurs qui, à un moment donné, vont venir perturber l'individu parce qu'effectivement, il est obligé de se fatiguer un petit peu plus pour trouver les solutions. Et puis, les modifications intempestives, hein, c'est aussi ce que disait tout à l'heure Sandrine, le bruit, la porte qui claque, voilà, l'événement qui n'était pas prévu mais qui vient et qui va venir perturber notre environnement habituel de décision. Voilà, donc là aussi, toutes des questions à se poser sur comment tout cela va se passer et s'organise. Et si on fait un petit focus un petit peu sur la partie management, quel type de management il va falloir privilégier pour se mettre dans de bonnes conditions pour bien décider et limiter? Il y en a 3 ou 4 qui sont repris. Il faut que les gens aient des moments de connexion qu'on appelle de haute qualité, donc c'est-à-dire qu'ils sachent qu'à un moment donné, on va être pour eux, en tant que manager, disponible, à l'écoute et dans une démarche positive. Ça peut répondre un petit peu à la question que posait tout à l'heure quelqu'un sur à quel moment nos salariés vont venir nous parler de nos erreurs. Si déjà ils savent qu'à un moment donné, la première chose, quand ils vont avoir une erreur, c'est se faire taper sur les doigts, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à la camoufler. S'ils savent déjà qu'ils vont être écoutés et qu'on va prendre en compte ce qui s'est passé, qu'on va étudier, qu'on va creuser, on va se dire, OK, voilà, voyons ensemble ce qui s'est passé, ils ne vont pas avoir le même comportement. Un espace de travail facilitant et encourageant, en plus que ce que disait Sandrine tout à l'heure, où effectivement l'environnement de travail ou l'espace de travail en termes de bruit, de luminosité, etc. est très important. Aussi, la façon dont le management va se positionner d'un point de vue encouragement, est-ce qu'on fait des feedbacks, et pas que négatifs, aussi des feedbacks positifs? C'est-à-dire, est-ce qu'on vient solliciter le salarié pour lui dire ce qui s'est aussi bien passé? Ce qui est appelé un leadership de l'incitation et un management de progrès. Donc là, ce qui est important à voir, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, on fonctionne la plupart du temps en système 1. Donc, quand on va nous donner une instruction, une consigne, on va l'écouter en système 1. Donc, prenons l'habitude, quand on communique avec quelqu'un, de communiquer en système 1, c'est-à-dire de communiquer, on va dire, de façon assez directe, sans être agressif, hein, mais direct, et donnons l'information qu'on souhaite que l'autre reçoive. Ça ne sert à rien, peut-être à ce moment-là, lui donner 15 000 explications, puisque lui, il ne va pas être dans ce système-là. Donc, on a souvent tendance à vouloir expliquer en système 2 quelqu'un qui écoute en système 1 et ça marche. Donc, donnons des consignes en système 1. Et par contre, quand je suis amené à prendre des décisions, si je veux qu'elles soient justes et éviter les biais, faut que je me positionne, moi, en tant que manager, en système 2. Donc, il faut que je sois capable d'avoir pris le recul, d'avoir récolté les informations et de me donner le temps de décider en conséquence. Et puis enfin, il faut que je développe de l'innovation. Il faut que la personne se sente libre, entre guillemets, d'innover. Et puis, une notion d'apprentissage permanent, hein. Et là, ça rejoint ce que nous dit le philosophe Charles Pépin, et notamment dans son livre qu'il a intitulé « Et tout est dit, les vertus de l'échec ». C'est bien échouer pour apprendre à s'améliorer. C'est-à-dire, effectivement, l'erreur en tant que telle ou l'échec, c'est pas une fin en soi et c'est un indispensable même pour apprendre.
j'ai appris à marcher parce que je me suis cassé 1000 fois la figure. Et chaque fois, je me relevais et chaque fois, je recommençais. Donc, c'est de l'erreur qu'on apprend. Donc, soyons tolérants vis-à-vis de ça, mettons en des conditions d'apprentissage et des conditions d'innovation qui soient porteuses. Ok. Voilà. Donc, on a presque terminé la présentation. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment exploiter ce qu'on vient de vous raconter là au quotidien, comment aller plus loin. Donc, j'ai un petit peu évoqué déjà les deux axes possibles en début de réunion. C'est soit vous allez utiliser ces outils-là, cette méthode-là en approche corrective. Vous avez défini, détecté, identifié qu'une erreur est survenue ou est récurrente. À ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser le questionnaire avec les personnes pour en trouver les causes racines. Là, on est vraiment dans une démarche de résolution de problème. Franchement, c'est bien pour démarrer, mais moi, je vous inciterai plus à en faire une culture d'entreprise de façon à avoir une approche préventive. Et tu disais, Alain, la culture de l'échec, on apprend de nos échecs, ok. Par contre, si on en fait un projet d'entreprise, alors ça permet, à titre préventif, avant que l'erreur ne survienne, de poser la question à l'ensemble des collaborateurs d'un service ou d'entreprise de est-ce que vous avez déjà fait des erreurs ou vous pensez qu'une erreur va survenir dans les quelques jours parce que personne mieux que les collaborateurs savent ce qui peut se passer et ce qui peut se passer va se passer. Donc, à titre préventif, dans le cadre d'un projet, se poser les questions sur les risques d'erreur et alors aller chercher les facteurs avec l'outil, en faire une démarche vraiment générale dans l'entreprise et là, ça permettra de fédérer et d'amener les gens à raisonner en fonction de ça. En tout cas, et pour résumer, ne laissez pas les erreurs en plan, ne vous arrêtez pas, c'est une erreur humaine, on va faire un entretien avec la personne, puisqu'elle va se reproduire. Ce n'est pas parce que je vais lui dire qu'il a mal fait qu'il fera bien la prochaine fois. Faites bien la promotion, comme disait Alain tout à l'heure, de la no-blame attitude, et ça répond donc à la question de la personne tout à l'heure. C'est si on arrive à accepter l'idée qu'une erreur est possible, que ce n'est pas une faute, que si elle a survenu, elle a une cause et qu'on peut traiter cette cause, tout le monde va se sortir grandi de cette situation-là et les gens seront fiers d'avoir participé à cette démarche-là. Partagez cette méthode-là, partagez ce type de questionnement, que vous ayez le questionnaire ou que vous ne l'ayez pas. Je pense que là, vous avez compris la philosophie du truc. Faites les analyses sur le terrain, ça c'est vraiment important. On n'est pas en salle de réunion quand on fait une analyse comme ça, parce que c'est le terrain, les conditions réelles de l'environnement qui vont nous permettre de répondre aux questions. Et travailler avec les équipes, ce n'est pas un responsable qualité, un directeur de site qui peut trouver les causes. C'est vraiment les équipes, les personnes qui ont fait, les collègues de la personne qui a fait, parce qu'eux, ils ont à peu près les mêmes difficultés, même s'ils ne travaillent pas de la même façon. Donc, il faut vraiment mettre ça en route. Et en tout cas, il faut tenir bon. Moi, je vous ai dit, notre projet, à nous, il a duré pendant 18 mois. On a commencé à avoir des résultats au bout de 6, 7, 8 mois, des résultats systématiques. Et on a vu les courbes de réclamation, de non-conformité s'effondrer à partir de plusieurs mois, parce que ce n'est pas parce qu'on va résoudre une cause qu'on résout toutes les causes. Et il faut vraiment tenir sur la durée. Voilà, sur la culture. On a dit qu'on vous donnait une bibliographie. Voilà, elle est là et vous allez la recevoir. Je ne vais pas les commenter les uns et les autres parce qu'il est déjà 9h59. Juste si vous voulez prendre la parole pour poser des questions ou nous orienter vers d'autres choses. Et en tout cas, on reste à votre disposition ensuite là pour répondre à des questions hors ligne. Moi, je vais juste prendre une petite minute pour ajouter un petit complément. Si vous ne savez pas comment aborder ou vous vous sentez mal à l'aise pour aborder une question par rapport à un échec,
Vous pouvez très bien vous poser exactement les mêmes questions pour progresser sur un succès inhabituel. On n'y pense pas souvent, mais d'un seul coup, quelqu'un où vous n'êtes pas habitué a eu une performance au-delà de ce qu'il est habitué à faire, ben, c'est que ça a certainement à ce moment-là regroupé là aussi des conditions, des facteurs particuliers qu'il serait intéressant d'analyser pour qu'il puisse se retrouver à nouveau dans cette situation-là. Donc, ce qui est vrai pour analyser pourquoi on a débouché sur une erreur, c'est de la même façon pourquoi j'ai à un moment donné débouché sur une réussite. C'est typiquement le cas des professionnels sportifs qui veulent battre une performance. Il faut qu'ils étudient pourquoi à un moment donné, ils ont réussi à faire 3 ou 4 centimètres de plus que la fois d'avant ou une ou 2 secondes de moins. Et donc, je peux tout aussi bien analyser la performance qu'analyser l'échec. Et dans les deux cas, de toute façon, je progresse. Ok, un petit retour de votre part dans le chat ou bien vous pouvez ouvrir les micros pour nous faire part des réflexions que vous avez suite à cette présentation-là ou à vos bonnes expériences par rapport à ça ou à vos questions. Est-ce que des gens travaillent déjà sur ces sujets-là, vraiment cause racine, erreur humaine? Bon. D'accord. Vous pouvez prendre le micro, Jessie, et puis nous raconter un petit peu comment ça se passait dans votre entreprise? Oui, bonjour à tous. En fait, on avait développé tout un programme de culture sécurité où justement on avait fait des formations avec l'ensemble du personnel sur ces sujets pour que déjà chacun ait conscience de comment son cerveau fonctionne et où pouvait être l'erreur dans les accidents. Et puis, du coup, en analyse accident, on essayait de rapprocher ce qui pouvait se passer à ce qui avait été vu sur les différentes thématiques de formation pour justement inciter à partager sur ce sujet. D'accord. Et du coup, vous l'appliquez maintenant dans votre nouvelle entreprise? Alors, non, puisqu'on a un stade on Ok. est à un stade de culture sécurité qui n'est pas du tout au même point. Donc, ça sera un objectif à terme, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. Ok. Et votre feedback par rapport à ce que vous avez connu avant en sécurité, est-ce que vous avez vu réellement le nombre d'accidents diminuer à partir du moment où vous avez travaillé là-dessus? Alors, quand on a travaillé là-dessus, on avait déjà une culture sécurité qui était assez forte. Il n'y a pas forcément eu d'évolution sur le nombre d'accidents. Par contre, on a eu une prise de conscience différente et sur notamment des analyses de poste, des études de poste. Vous voyez qu'on avait un regard qui commençait à être un petit peu différent. Ouais, c'est bien. Ok. Après, on a Pauline qui nous dit, dans notre entreprise, l'erreur vient souvent du manque de contrôle. Qu'est-ce que vous entendez, Pauline, par contrôle là? Contrôle de la qualité ou maîtrise? Bon, je ne sais pas si elle m'entend, Pauline, ou si elle arrive à trouver où elle. Voilà. Contrôle de la qualité. Ah oui. Donc là, si on ne contrôle pas la qualité, effectivement, on peut laisser passer des choses qui sont non conformes. Là, on est plutôt dans l'analyse des critères à contrôler, en fait. C'est la procédure qui n'est pas bonne. Ou peut-être manque de contrôle, peut-être qu'ils ne font pas les contrôles. Peut-être qu'ils sont prévus, mais qu'ils ne les font pas. Il y a à creuser là-dedans, Pauline, hein. Vous avez la réponse à ma question ou pas? Ok. Bon, je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. Caroline, tu vas peut-être pouvoir reprendre la main. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos intervenants? C'est le moment.
Non, plus d'autres questions particulières. En tout cas, merci beaucoup Sandrine et Alain pour votre intervention ce matin. Merci à tout le monde pour votre présence. Comme convenu, donc on vous envoie la présentation par mail ainsi que le replay. Donc notre prochaine matinale, donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce sera le 4 juin à 8h30, donc en présentiel à la CCI, mais également en visio pour les personnes qui seraient intéressées. Ça sera donc animé par Harmonie Mutuelle sur remobiliser le potentiel humain de l'entreprise. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et tous, et puis un grand merci encore, et à très bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Merci à tous.